Bonjour, dans cet exercice, on va chercher à déterminer la perte de charge au sein d'un écoulement, enfin dans une conduite. Donc, bon, le principe est assez simple. On a une conduite de longueur L, de diamètre D, et on suppose que le fluide, avec une certaine masse volumique, une certaine viscosité, s'écoule avec une vitesse U moyenne, la vitesse débitante au sein de la conduite. Et pour cela, bien sûr, vu que le fluide est visqueux, il faut pousser le fluide, sinon il ne va pas pouvoir avancer. Et donc on doit imposer une différence de pression, et c'est cette différence de pression qu'on va chercher à déterminer. D'accord? C'est le même principe que si vous avez finalement une résistance électrique, et bien pour pouvoir pousser les charges électriques, pour qu'un courant puisse circuler, il faut imposer une différence de potentiel. Donc la question ici est de déterminer quelle est la chute de pression dans la conduite du fait de l'écoulement. Alors bon, c'est ce qui est écrit ici, et les différentes valeurs sont indiquées pour faire l'exercice. Donc dans ce genre d'exercice, bien sûr, la perte de charge et l'écoulement lui-même va fortement dépendre du nombre de Reynolds. Donc il est évident que la première étape dans ce genre d'exercice, c'est déterminer le nombre de Reynolds. Donc on repart ici avec la formule classique, donc la masse volumique du fluide, la vitesse débitante, le diamètre de la conduite et état la viscosité dynamique. Simplement dans l'énoncé, on vous donne la viscosité cinématique. Donc simplement, on se rappelle que nu c'est état sur mu, et on simplifie comme ceci. Ensuite, la dernière étape, c'est de faire apparaître le débit volumique. Donc, si on se souvient que le débit volumique, c'est la vitesse débitante, c'est-à-dire la vitesse moyenne, fois la section qui vaut ici pi d carré sur 4, eh bien, on peut donc remplacer U, et on aura donc D sur nu fois 4 QV sur pi d carré. Et finalement, en simplifiant par d, on a 4 QV sur pi nu d pour la réécriture, je dirais, du nombre de Reynolds en fonction du débit. Donc ça, il faut pouvoir le faire assez rapidement. D'accord? Et ensuite, on passe à l'application numérique. Donc pour la valeur du nombre de Reynolds, 4, on prendra 4. Le débit volumique, on le remet en mètres cubes. Donc ça sera 0,120 mètres cubes par seconde. Et ensuite, on divisera par pi. La viscosité cinématique nous est fournie, 9, 10 moins 6. Et il reste le diamètre que on doit bien sûr remettre en mètres. Si on a mis tout le reste dans le système internalisé, 0,200. Bon, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Et lorsqu'on fait l'application numérique, je vous laisse vérifier, mais j'ai trouvé de l'ordre de 8,5 10 puissance 4. Donc pour un nombre de Reynolds, il semble assez peu nécessaire de fournir plus que deux chiffres significatifs. D'accord, tout ceci est souvent, disons, en ordre de grandeur, enfin disons, valeurs avec deux chiffres significatifs sont largement suffisantes. Et donc on a déjà ce premier résultat pour le nombre de Reynolds, comme ceci. Alors, une fois qu'on a ceci, on peut déjà constater que le nombre de Reynolds est grand devant 1. Et donc, vu que le nombre de Reynolds est grand devant 1, l'écoulement n'est pas laminaire. Et en conséquence, l'hypothèse, par exemple, la possibilité d'utiliser la loi d'Hagen-Poiseuil qui voudrait que le coefficient de perte de charge va revenir par 74 sur RE est bien sûr exclu. D'accord? Donc, alors, maintenant, pour calculer le coefficient de perte de charge, qui va nous permettre après de définir la perte de charge, donc je rappelle que le coefficient de perte de charge est défini ainsi. Donc le coefficient de perte de charge, ça représente la chute de pression au sein de l'écoulement, d'accord, la perte d'énergie volumique mécanique au sein de l'écoulement du fait de la viscosité. Et simplement, vu que c'est un coefficient sans dimension, on compare cette énergie volumique perdue, à une énergie caractéristique de l'écoulement qui est en fait l'énergie cinétique volumique. Okay, on compare l'énergie volumique perdue à l'énergie volumique caractéristique de l'écoulement qui est son énergie cinétique volumique. Et simplement, il y a une petite subtilité, c'est que la perte de charge est proportionnelle à la longueur de la conduite. Donc en fait, on a ce facteur correctif D sur L pour trouver un coefficient qui est indépendant de la longueur de la conduite. Voilà, mais l'idée c'est vraiment de comparer ces deux énergies volumiques. Et simplement, alors il y a un petit complément, c'est simplement qu'on peut faire comme ça. Et une autre façon d'exprimer le coefficient de perte de charge, donc disons le delta P, c'est de se rappeler qu'une chute de pression peut toujours être exprimée par rapport à une hauteur d'eau équivalente.
Donc on se rappelant, par exemple, si on est dans l'eau, bon là c'est une huile, mais pour l'eau, 1 bar de pression correspond à une colonne d'eau de 10 mètres. Donc ce qu'on peut simplement faire, c'est réécrire la variation de pression comme une hauteur de liquide équivalente avec l'hydrostatique mu GH. Ensuite, on réécrit un petit peu les termes, les mu disparaissent, et ensuite on a le 2 revient au numérateur, et on a ce résultat-là. Donc on peut réécrire le coefficient de perte de charge, il est souvent marqué comme ceci dans les diagrammes, mais bon, la version initiale est quand même plus parlante. La version initiale, l'écriture initiale est sans doute plus parlante que l'écriture finale. Voilà, donc j'arrive dans un instant au calcul de ce coefficient de perte de charge, parce que si on arrive à trouver ce coefficient de perte de charge, bien évidemment, après on pourra trouver la hauteur d'eau équivalente perdue et donc la chute de pression. Donc avant ceci, on vous dit que la conduite est rugueuse, et en général ce qui compte c'est pas la rugosité absolue, mais c'est la rugosité par rapport au diamètre. Donc je rappelle que la rugosité epsilon va représenter entre guillemets les aspérités présentes dans le tube qui rendent la conduite irrégulière, et ces petites aspérités ont une certaine taille caractéristique epsilon, une valeur moyenne, d'accord. Et bien sûr, il faut comparer cette viscosité, enfin cette rugosité au diamètre. Pour une même rugosité, si vous avez un diamètre 100 fois plus grand, il est évident que ces petites aspérités seront totalement négligeables. Donc, on calcule la rugosité relative ici, epsilon sur d, et on fait simplement 0,25 en millimètres, mais le diamètre étant aussi en millimètres, on peut rester tout ça en millimètres. Et si on fait 2,5 divisé par 2, on a 1,25. Et ensuite, on aura donc 3 zéros parce que 10 moins 1 est 10 puissance 2 au dénominateur. Donc on sera sur du 1,25. Si on arrondit à deux chiffres, 1,3 fois 10 moins 3, bien sûr sans unité pour la rugosité relative. Alors maintenant, comment on termine? Donc encore une fois, on ne peut pas utiliser le 64 sur RE parce que l'écoulement n'est pas laminaire. Donc l'idée, c'est d'utiliser un diagramme de Moody. Donc là, j'ai pris un diagramme qui a été fourni une année dans un sujet du concours central, mais bon, il est tout à fait proche du document historique qu'on peut trouver dans les livres. Donc je rappelle rapidement l'idée. En abscisse, on a le nombre de Reynolds, donc en échelle logarithmique. Et ensuite, ici, on a le facteur de friction, donc, mais qui est exactement le coefficient de perte de charge, d'accord? Donc le coefficient de frottement ici, F, ça correspond exactement au grand lambda qui est ici, donc j'ai déjà appelé nu, ce qui était grand lambda, donc ce grand lambda, le coefficient de perte de charge, il correspond à ce petit f qui est là, et simplement, alors pourquoi on a beaucoup de courbes? C'est qu'on a différentes courbes en fonction de la rugosité relative, d'accord? Donc si on reprend, en abscisse, le nombre de Reynolds, en ordonnée, le coefficient de perte de charge grand lambda qui est ici est appelé petit f, et ceci est fourni pour différentes valeurs de la rugosité relative, donc epsilon sur d. Il n'y a plus qu'à croiser les courbes. Alors on retrouverait ici, donc cette droite-là serait le cas laminaire, hein, laminaire flow avec le 64 sur RE, mais ce n'est pas exploitable ici. Donc comment on fait ceci? On va choisir la courbe qui nous intéresse. Donc la rugosité relative pour nous c'est 1,25 10-3. Donc là on a 1 10-3 et là on a 1,5 10-3. Donc il semble assez légitime de prendre à peu près au milieu, d'accord? On peut toujours préciser un peu, mais la valeur entre les deux ne doit pas être trop mauvaise. Voilà. Et donc, je vais faire une courbe rouge, vous voyez, qui est la courbe qui m'intéresse, qui épouse les deux courbes bleues qui se trouvent à peu près. Donc là, j'ai fait approximativement, mais j'aurai une courbe rouge qui est entre les deux courbes bleues. Bon, c'est plus simple si vous avez déjà directement une des courbes. Bon, là, j'ai dû faire la courbe intermédiaire entre les deux courbes bleues. Et je croise avec le nombre de Reynolds qui vaut 8,5, 10 puissance 4. Donc j'arrive ici, donc le point de croisement, il est ici. D'accord? Donc on a ici pour le point de croisement, voilà, que je peux refaire un peu comme ceci. Et maintenant, il me reste simplement à reporter, donc on est ici, donc on reporte sur l'axe des ordonnées pour trouver le coefficient de perte de charge qui s'appelle ici F, ou grand lambda. Alors attention aux unités. Donc là, ce serait 10 moins 2, là c'est 10 moins 1. Donc là, on a bien 10 moins 2. Là, on a 1,2 10 moins 2, 1,4 10 moins 2, 2 10 moins 2. Là, 2,5 10 moins 2. Et donc là, on est entre 2 et 2,5, autour de 2,3, 10 moins 2. Donc je vais donc retenir pour le coefficient de perte de charge. Je retiens finalement la valeur de 2,3 fois 10 moins 2. Peut-être vous pouvez trouver un tout petit peu différemment, mais l'idée est ici. En tout cas, il faut savoir lire le diagramme de Moody. D'accord. Et donc là, j'ai ce second résultat qui est un résultat important pour la suite que je vais encadrer. Et une fois qu'on a trouvé ceci grâce au diagramme de Moody,
eh bien, il reste juste à renverser la relation pour isoler petit h. Encore une fois, entre petit h et delta P, c'est quasiment la même chose, hein, c'est juste une proportionnalité. Donc j'isole le petit h, la hauteur d'eau équivalente, si la hauteur d'huile équivalente, pardon, et j'ai plus qu'à terminer le calcul. Donc je remplace par les valeurs. Donc nu, je remplace par 2,3 fois 10 moins 2. Le L, je crois qu'on parlait de 300 mètres, donc je prends une conduite de 300 mètres. Pour U, alors U, je peux refaire finalement avec le 4 QV sur pi d carré, donc en fait, ça ferait 4 fois le débit volumique 0,120 en mètres cubes, d'accord. Tout ça devrait être divisé par pi fois le diamètre qui était de 200 mm, donc 0,2 pi d carré, donc on doit mettre un carré ici, comme ceci, d'accord. 4 QV sur pi d carré, voilà, comme ça, dans le système international d'unités. Sinon, on calcule U à part, ou on fait proprement, on remplace U par cette formule ici, plus propre, mais ça ne change pas grand-chose, d'accord, pour l'application numérique. Et on termine ici, simplement avec 2. On remet le diamètre qui est 0,200 toujours. Et pour le champ de pesanteur, bon, on peut retenir, on peut mettre 10 si on veut, c'est pas très grave, ou 9,80, ça n'a pas une immense importance. On fait ce calcul-là, et si on fait ce calcul-là, on trouve que le H, ça fait 26 mètres. Voilà. Donc vous avez en fait une perte de hauteur d'eau équivalente qui serait de 26 mètres. Alors, donc si c'était de l'eau, donc on peut dire c'est pas de l'eau, d'accord. Et pour simplifier, disons que c'est de l'eau. La masse volumique de l'huile n'est pas si différente que la masse volumique de l'eau. Et donc, avec de l'eau, bien sûr, entre guillemets, parce que normalement c'est de l'huile, d'accord, ça correspondrait à un delta P bien de 2,6 bars. D'accord. Donc vous auriez en fait un delta P de 2,6 bars, c'était de l'eau. C'est pas exactement ça, parce qu'encore une fois, ici je le mets entre guillemets, parce que c'est pas de l'eau, c'est de l'huile, et donc le mu qu'il faut utiliser, ce serait le mu de l'huile, et non le mu de l'eau. Voilà, mais parce qu'on peut à 10 mètres de colonne d'eau pour 1 bar pour l'eau. Voilà, donc ceci signifie en fait, donc concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette huile de viscosité cinématique donnée ici, pour ce tuyau qui a tel diamètre et telle rugosité relative, et pour tel débit, eh bien en fait, il faudra imposer une surpression de 2,6 bars en amont pour réussir à pousser le fluide à cette vitesse dans la conduite. Voilà. Donc si on résume, on commence toujours par le nombre de Reynolds. Il faut rapidement réussir à obtenir ce résultat-là, d'accord, sans y passer trop de temps. Ensuite, si on est dans le cas laminaire, on peut utiliser la formule d'Agon-Poiseuil directement. Sinon, dans l'autre cas, eh bien, il faut repasser par on commence par déterminer la rugosité relative du tube. Et il faut être capable disons, de basculer rapidement entre, si on vous demande un delta P ou un delta H, d'accord, l'idée est la même, mais il faut facilement être capable, il ne faut pas être perdu, d'accord, entre la deuxième relation et la première. C'est simplement une question d'exprimer en termes de différence de pression ou différence de hauteur de colonne d'eau. Et ensuite, il faut savoir lire le diagramme. Donc, toujours pareil, pour un diagramme, qu'est-ce qui est indiqué en abscisse, qu'est-ce qui est indiqué en ordonnée. Et là, le diagramme est un peu complexifié par le fait qu'on a toute une série de courbes, un abac, d'accord, avec différentes courbes. Et aussi ne pas se tromper sur la lecture qui est toujours un petit peu technique avec ce 10-2 et ce 10-1 là. Parfois, on peut se faire un petit peu avoir, d'accord. Voilà pour les principales idées sur cet exercice. Je vous remercie.